C'est au Moyen-Âge que naît un mythe littéraire qui va ensuite diffuser dans toute l'Europe pour devenir un véritable symbole du christianisme. C'est l'histoire d'une coupe qui aurait contenu le sang du Christ. Depuis la Champagne, où naît cette légende, jusqu'à Valence, où est conservé le vase sacré, nous allons suivre pas à pas toutes ces pérégrinations. C'est ce voyage auquel je vous convie aujourd'hui, une quête du Graal. Mon nom est Philippe Charlier. Je suis médecin légiste, anthropologue et historien. À travers des lieux magiques et des rites vivants, je vous emmène à la découverte des grands mythes de l'humanité. Ici, à Troyes, commence ma propre quête du Graal. Dans certains quartiers de l'ancienne capitale des comtes de Champagne, la ville a conservé son architecture médiévale, notamment aux abords de la cathédrale. Pierre Gandil est un spécialiste de l'histoire de la ville. Pierre, vous êtes conservateur. Ici, à Troyes, est-ce qu'on peut dire que la légende du Graal a débuté dans cette ville de Champagne? Oui, parce qu'au-delà des légendes celtiques qui accompagneraient l'origine du Graal, le Graal, c'est d'abord une création littéraire d'un auteur, Chrétien de Troyes, qui a vécu ici, dans la ville de Troyes, dans la deuxième moitié du XIIe siècle. Il travaillait pour qui, ce Chrétien de Troyes? Il travaillait pour la cour de Champagne, alors pour le comte, Henri le Libéral, mais surtout pour la femme de ce comte, Marie de Champagne. Marie de Champagne, qui est la fille d'Aliénor d'Aquitaine. Chrétien de Troyes n'a pas fini Perceval ou le roman du Graal, sans doute est-il mort avant d'achever son œuvre. Des continuateurs, 4 continuateurs, dès la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle, vont proposer différentes issues à cette quête du Graal. Et est-ce que c'est à ce moment-là que ce qui était anciennement une œuvre galante ou une œuvre, une épopée, on va dire, presque historique ou un petit peu mythique, va devenir un instrument religieux? Le roman de Chrétien de Troyes, c'est pas une œuvre simplement galante, c'est une quête, il y a une dimension initiatique, peut-être un petit peu tirée d'un folklore celtique que Chrétien de Troyes connaissait. On peut dire que c'est un roman extrêmement complexe et la dimension religieuse existe, mais ce n'est pas une œuvre simplement religieuse. Paris est ma prochaine étape. Direction, la Bibliothèque nationale de France. Là est conservé l'un des manuscrits les plus anciens de Perceval ou le roman du Graal. Chrétien de Troyes y compte les aventures de Perceval, un jeune chevalier qui arrive dans le château mystérieux du roi pêcheur. Au cours du repas donné par le roi, un curieux cortège défile devant la table. Une jeune fille porte un récipient en or qui semble irradier une lumière surnaturelle, le Graal. Christine Ferland-Pinhaché est spécialiste de littérature médiévale et Maxence Herman est conservateur au département des manuscrits. Christine et Maxence, vous êtes les gardiens de ces manuscrits qui attestent de l'ancienneté du Graal et de ce mythe littéraire. Est-ce qu'on sait de quand date ce manuscrit? C'est un manuscrit du XIIIe siècle qui, dans sa présentation, est assez classique pour l'époque. Un texte en 2 colonnes, un texte en français, en ancien français bien sûr, donc difficilement compréhensible pour un quidam. Donc c'est un texte qui relate l'histoire du Saint Graal pour cette partie où on se trouve et qui en effet est richement illuminé, commandé très probablement pour un riche commanditaire, on ne sait pas qui exactement. Et on voit qu'il figure déjà le Graal, hein. On le voit figurer ici sur cette enluminure, avec une dorure évidemment, tenue par une femme, avec un contexte de repas tout autour. Est-ce qu'on a justement dans le texte de Chrétien de Troyes ou de ses suiveurs des descriptifs de ce Graal?
Non, il ne nous le décrit pas, alors qu'il est tout à fait capable de décrire d'autres objets dans d'autres romans, des robes ou des tenues de couronnement. Il ne nous le décrit pas, il ne nous dit pas à quoi il sert, il ne nous dit surtout pas d'ailleurs que c'est la relique qui a servi à recueillir le sang du Christ. Alors d'où vient cette tradition-là? C'est Robert de Boron, très vraisemblablement. Vers quelle période? Alors début du XIIIe, qui a interprété le Graal laissé par Chrétien III dans un sens chrétien. Ostensiblement et explicitement chrétien, comme relique. Et je pense que Chrétien III aurait été très surpris, le premier, du succès que connaît son plat. C'est un Graal chez Chrétien III, ce n'est pas le Graal. Robert de Boron, le continuateur de Chrétien III, raconte que le Graal est la coupe dans laquelle Jésus a bu lors de son dernier repas et qui a ensuite recueilli son sang lors de la crucifixion. Le Graal reste un mythe qui a inspiré de nombreux auteurs, de Wagner à Spielberg. Si c'est un mythe littéraire, il existe pourtant un Graal que chacun peut contempler. Il est en Espagne. Je pars donc sur les traces du Santo Cáliz, le Saint Calice. Ma première étape est à Huesca, au nord du pays, dans la province d'Aragon. L'histoire commence en 258, au temps des premiers chrétiens. C'est Antonia Buizan Chavez qui me la raconte dans la très ancienne église San Pedro El Viejo. Antonia, bonjour. Bonjour, bienvenue à Huesca. C'est gentil. On est chez vous, dans votre église, et Huesca, justement, est placé sous la protection de Saint Laurent, l'homme qui a subi le grill comme martyr. C'est le saint patron de Huesca. Il est représenté dans beaucoup de retables de la ville. On voit ici une représentation de Saint Laurent et en bas son martyr sur le grill. Mais quel est son rapport physique avec Huesca? Pourquoi ici? Saint Laurent est né dans cette ville. Il est parti à Rome pour travailler. Pendant les persécutions sous l'empereur Valérien, il a été arrêté, persécuté et il est mort au IIIe siècle. Juste avant de mourir, il demande à un légionnaire converti au christianisme de porter le Saint Graal chez ses parents, ici à Huesca, pour le protéger des Romains. Et donc ça se passe au IIIe siècle. L'édifice dans lequel on est ici, c'est une église romane du XIe, XIIe siècle. Il est postérieur, donc c'est l'édifice qui a précédé celui-ci. C'est l'église la plus ancienne de la ville, construite sur un ancien temple wisigoth, et au préalable, il y avait un temple romain. Si le Saint Graal a été dans un temple à Huesca, c'est ici. Et est-ce qu'on a des représentations du calice? Est-ce qu'on a des représentations, des figurations? Oui, on le voit dans ce tableau du XVIe siècle. Il y a la crucifixion, avec la Vierge et Saint Jean au pied de la croix. Et Marie-Madeleine, avec les 4 anges qui recueillent le sang du Christ, avec les 4 calices dorés. Derrière l'autel, il y a un lieu insolite qui ne résiste pas à ma curiosité. Comme toujours, dans le contexte du Graal, il faut le mériter. Je vous emmène maintenant vers une chambre secrète cachée derrière le retable. Il y a bien longtemps que le Graal n'est plus à Huesca. Néanmoins, son image persiste. Et notamment ici, juste derrière le retable. On voit l'image du Saint Graal et il y a vraiment une dimension architecturale qui a été donnée à cet endroit, dans cette chambre sacrée, car lorsque la lumière frappe directement de l'extérieur à travers le vitrail, eh bien on voit le Saint Graal s'illuminer dans la nef. Comme le Graal au 8e siècle, je quitte Huesca pour les sites montagneux du nord de l'Espagne. En 711 débute la conquête musulmane. Très vite, la presque totalité de la péninsule ibérique est occupée.
le Graal est menacé. Les chrétiens le cachent alors dans les endroits les plus inaccessibles. Pendant 2 siècles, le Saint Calice va trouver refuge dans différents sites, ermitages, chapelles, lieux dissimulés au cœur des Pyrénées espagnoles. Ma quête prend la forme d'une longue marche par des chemins escarpés. Elle m'amène à l'une des cachettes du Saint Calice. La grotte de Yebra de Baza, perdue dans la montagne, abrite aujourd'hui une petite chapelle dédiée à Santa Orosia, une martyre de la conquête arabe. Alejandro Gurria est à la fois berger et gardien des lieux. Alejandro, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. 2 heures pour vous rejoindre. C'est hyper loin. C'est exprès? 2 heures, mais le chemin vaut la peine. Ça vaut le coup de venir voir l'endroit où fut martyrisé Santa Orosia et où le Saint Graal était caché. Et puis c'est bien caché surtout. Et ces cloches, c'est la tradition de... C'est la tradition de les sonner quand on arrive? Oui, beaucoup de gens sonnent les cloches. Le jour du pèlerinage de Santa Orosia, ou à l'arrivée pour la visite de la grotte. Les cloches sonnent constamment. D'accord, je comprends. Je veux bien que vous me montriez où était dissimulé le Saint Graal. On est dans une grotte un petit peu aménagée. On y va? Puis c'est une belle tradition que ce soit les bergers qui aient la clé des églises. Ça, c'est vraiment joli. Merci. La cueva. Une vraie grotte aménagée. Et est-ce qu'on sait exactement où était le Graal ici? Non, on ne sait pas. Ce lieu a beaucoup changé depuis. Mais l'église date de quand? L'actuelle église est du XVIIe siècle. Mais on sait que dans le passé, il y avait une colonie d'ermites dans ces grottes. Et que c'est ici que le Saint Graal a été caché pour pouvoir le protéger de l'invasion islamique. Ensuite, il ne reste pas ici, il est exporté vers d'autres monastères, d'autres petites églises. Il va où après? On sait qu'il arrive à San Juan de la Peña au XIe siècle, quand l'Aragon devient un royaume. Jusque-là, l'Aragon était un comté. Et pour donner notoriété à cette nouvelle monarchie, on a besoin de reliques importantes. Et la plus importante, c'est le Graal. Pour continuer ma quête sur les traces historiques du Graal, je grimpe jusqu'à 1200 mètres d'altitude, dans la sauvage Sierra de la Peña. Le Saint Calice est, au XIe siècle, placé dans ce monastère partiellement creusé dans le roc, San Juan de la Peña. Après avoir été un bien de l'Église à sauver, commence alors une deuxième carrière pour le Graal. Emblème de la chrétienté renaissante dans les péninsules ibériques, il devient aussi le symbole d'une des puissances de l'Espagne qui n'est pas encore unifiée, le royaume d'Aragon. C'est à Saragosse que le Saint Calice devient complètement un symbole politique. En 1118, les rois d'Aragon conquièrent la ville et en font leur capitale. Ils s'installent ici. L'Aljaferia de Saragosse est un palais fortifié d'origine musulmane. Alberto Pomar est l'un des responsables du lieu.
Alberto, on est ici dans votre palais, à Saragosse. J'ai l'impression d'être à Cordoue ou à Kairouan. C'est un peu un palais arabe. Quel est le rapport entre ce magnifique monument et le Graal? Bon, en 1399, le roi d'Aragon, Martin Ier, avait la résidence royale d'Aragon ici, à l'Aljaferia. Et il a fait venir du monastère de San Juan de la Peña, le Graal, pour conquérir les musulmans. Ah, donc il se servait en fait de ce Graal comme une sorte de talisman pour être victorieux pendant la guerre. Peut-être parce que la dynastie des rois d'Aragon avait la puissance du Graal au territoire d'Aragon pour conquérir le territoire musulman du sud de l'Aragon. Et ça marche vraiment? Ils ont gagné toutes les batailles? Nous ne savons pas, c'est la légende. Nous ne savons pas. Ils pensaient que le pouvoir du Graal était rang. Oui, et il a été utilisé pour légitimer le pouvoir du roi d'Aragon. C'est pourquoi le Graal a été ici, à l'Aljaferia, après il a été à Barcelone, au palais du roi d'Aragon, et après à Valence, au palais du roi, et après à la cathédrale. Quatre heures d'autoroute vont m'amener sur la côte méditerranéenne. C'est à Valence que le Saint Calice a trouvé refuge depuis le XVe siècle. Ma quête du Graal atteint sa destination finale. La célèbre coupe est dans la cathédrale. Avant de contempler enfin l'objet de ma quête, je fais un petit détour historique par les archives de la cathédrale où je rejoins Vicente Pons. Bonjour mon père. Bonjour. Bonjour. Quels sont les trésors que vous avez à nous montrer, vous qui êtes à la fois prêtre et historien? Ce registre contient un protocole rédigé par le notaire Romé Montfort à l'occasion de la remise des reliques en 1437 par le roi d'Aragon, Alfonso le Magnanime. Le roi d'Aragon n'est plus à Valence. Il y avait un risque pour les reliques. Il les confie toutes à la cathédrale, et parmi elles, le Saint Calice. Et est-ce que là, le Saint Calice, est-ce qu'il est décrit? Il y a marqué Saint Calice ou Graal? Oui, enfin non. Le terme Graal est un terme plutôt littéraire. Dans les textes, c'est toujours le mot calice qui est utilisé. Le calice de la Seine. On peut regarder? Oui. Merci. C'est ce livre-ci. Oh là, c'est tout petit. C'est écrit en quoi? En castillan ou en catalan? En latin et en valencien. D'accord. Le calice, le Saint Calice, la relique dans laquelle Jésus-Christ a consacré le sang le jour de la Seine. On voit bien que dès cette époque, le calice est bien celui de la Sainte Seine. D'accord. Donc en fait, ça ne fait pas référence du tout à la crucifixion. Ça fait uniquement référence à la Seine. Donc il n'y a pas cette idée à la Seine, non. Cette idée de récupération du sang du Christ. À la Seine. D'accord. C'est le calice de la Seine, encadré de 2 anses d'or, de couleur ocre et garni d'or à l'intérieur. Il est décrit tel qu'il est aujourd'hui. Il n'a pas changé. Donc le Saint Calice a été transporté du palais royal, la chapelle privée du roi, jusqu'à la sacristie, principalement pour des raisons de sécurité. Oui, mais aussi comme dépôt de garantie. Le roi Alfonso, pour ses campagnes d'Italie au moment de l'expansion de la couronne d'Aragon, avait besoin de quantités exorbitantes d'argent. Il en avait donc demandé aux institutions liées à la couronne, comme l'évêque et la cathédrale de Valence. La cathédrale de Valence fait plusieurs prêts, et comme le roi ne rembourse pas, il remet son reliquaire comme garantie sur les emprunts. Mais aujourd'hui, à qui appartient-il
ce saint calice? Oui. À qui appartient-il? Il y a des choses qui appartiennent au patrimoine de l'humanité. À qui appartient la Tour Eiffel? La Statue de la Liberté, les manuscrits les plus anciens de la Bible, les textes de la littérature classique. Il y a des choses qui appartiennent à l'humanité, comme celle-ci. Et elle appartient aussi à la cathédrale de Valence. L'entrée de la sacristie de la cathédrale de Valence est un lieu insolite. Une sorte de mini-fortin, protégé par une porte renforcée qui se levait comme une herse. Au-dessus, on accédait à une petite pièce par une entrée unique et surélevée. Cette pièce minuscule se trouve dans la base du clocher de la cathédrale. Elle est vraiment cachée. Pour y accéder au Moyen-Âge, il fallait une échelle en bois. Maintenant, l'escalier est moderne et en métal. Cet endroit est sacré et stratégique aussi, parce qu'avec les orifices qui ont été ménagés, on pouvait jeter de l'huile bouillante sur les soldats menaçant l'endroit. À la Renaissance, le Saint Graal, le Saint Calice, a été protégé du feu dans cette minuscule petite chapelle, loin des regards des assaillants. Voici le moment tant attendu, le but de ma quête. Je vais pouvoir contempler le Graal en compagnie de Jaime Sancho, chanoine du culte du Saint Calice. Il y a une cloison dorée derrière. On a l'impression que le calice irradie de la lumière. On a l'impression qu'il est extrêmement lumineux. Oui, c'est parce qu'on voulait justement montrer que le Saint Calice est transparent, translucide. Quand on le prend, on voit l'ombre de ses doigts derrière. Il est très fin. C'est quelle pierre? C'est de l'agate. De l'agate, d'accord. Et ça a été daté? Il y a eu une étude scientifique? Oui, oui. Une étude archéologique a été faite en 1960. Elle a été largement confirmée depuis. C'est ce qu'on appelle une coupe alexandrine, qu'on avait arrêté de fabriquer avant Jésus-Christ. C'était déjà une antiquité à l'époque du Christ. Mais Jésus est allé dans une maison importante de Jérusalem. Et c'est alors logique qu'on lui ait proposé pour la liturgie de la scène la coupe de la famille. Parce que la coupe n'était pas à Jésus-Christ, mais à la famille. Jésus, lui, n'avait rien. On dit que c'était probablement la famille de Marc. Il y a une tradition selon laquelle c'était chez lui, le lieu de la scène. D'accord. Donc c'est peut-être la coupe authentique. Oui, il y a toujours eu beaucoup de soi-disant calices. Mais de tous, le seul dont l'ancienneté et l'origine ont été prouvées, c'est celui-ci. Quel rapport vous avez, vous, Jaime, avec ce Saint Calice? Est-ce que c'est une pièce archéologique? Est-ce qu'elle est historique, politique? Ou est-ce qu'elle est religieuse? Comment vous la voyez? Les trois. Moi, en tant qu'archéologue, je pense que c'est une pièce admirable qui nous ramène aux Juifs du temps de Jésus-Christ. Après, historiquement, toutes les légendes européennes du Saint Graal, les légendes arthuriennes aussi, ont comme fondement ce petit verre en pierre. Ces légendes sont postérieures à la vénération du calice. Le Saint Calice n'est pas né des légendes, c'est le contraire. Et après, religieusement, on a sous les yeux ce qui a été vu par Jésus-Christ. Si on enlève tout l'ornement qui a été ajouté après, c'est une idée très opposée à celle qu'on a de Jésus-Christ pendant la scène, avec un verre en argile ou un verre de pauvre. Non, c'était quelque chose de très ritualisé. Et vous l'avez déjà touché, le Saint Calice? Mais bien sûr, quand on l'a sorti, quand on l'a nettoyé, et dans les deux occasions des visites des papes, Jean-Paul II et Benoît XVI. Mais vous l'avez touché avec ces mains-là?
J'ai même bu dedans. Vous avez bu, vous? Oui, quand le pape Benoît XVI est venu, il a consacré le vin et il a bu dans le Saint-Calice. Mais il a laissé un peu de vin consacré, et quand je suis allé le retirer de l'autel, c'était à moi de le boire. Et ça a été très émouvant de sentir la pierre sur mes lèvres. Une pierre vieille de 2000 ans. Bien sûr que c'est impressionnant. Le Santo Calice de Valence est associé à tous les calices présents dans la célébration des messes catholiques. Le Graal, celui qui aurait recueilli le sang du Christ sur la croix, reste lui toujours un mythe, un objet à trouver, une quête à accomplir.